France et des musées allemands. Une histoire d'objets d'une nature très particulière, acquis dans des circonstances souvent mystérieuses. Enfin, c'est une histoire d'argent. Ils s'en sont mis plein les poches. C'est pour ça qu'ils l'ont fait, en définitive. C'est une histoire d'une portée insoupçonnée. Une histoire qui a marqué et marque encore la vie de beaucoup de gens. Au cœur de cette affaire, il y a l'Australie. Des paysages uniques au monde qui, selon leurs premiers occupants, racontent une histoire, leur histoire. Les aborigènes se sont parfaitement adaptés à une nature souvent hostile. Et ils sont étroitement liés à cette nature, car selon leurs croyances, transmises par la tradition orale, les divinités dont ils descendent ont formé ces paysages avec leur propre corps, à leur arrivée sur Terre il y a de cela plusieurs millénaires. Les aborigènes doivent y vivre, mais ils doivent aussi y être enterrés. C'est la seule manière de perpétuer le cycle éternel de la vie, de la mort et de la renaissance. Cette interaction harmonieuse entre l'homme et la nature a fonctionné pendant des millénaires, jusqu'à l'arrivée des forces coloniales britanniques au XIXe siècle. Bon nombre d'aborigènes n'y survivront pas, et certains d'entre eux entament un voyage dont ils ne sont toujours pas revenus. Leurs ossements, et en particulier leurs crânes, sont conservés dans des musées et des collections privées en Europe, bien loin de leur terre. Comment sont-ils arrivés là? Aujourd'hui, on se pose la question. Lors de ses recherches en Australie et en Afrique, le biologiste Matthias Glaubrecht a fait une découverte qui a porté un sérieux coup à l'image qu'il se faisait de sa profession. Il travaille au musée d'histoire naturelle de Berlin. Avec plus de 30 millions de pièces d'exposition, c'est un des plus grands musées de ce genre au monde. La majeure partie des pièces qui y sont exposées ont été collectées au XIXe siècle, à une époque où la science ne connaissait pas de limites. Pour de nombreux scientifiques du XIXe siècle, la science était quasiment une religion. On voulait expliquer le monde, la nature, les hommes et la société de façon rationnelle, en se basant sur les lois de la nature. Pour ce faire, les biologistes de l'époque considéraient qu'ils avaient avant tout besoin de crânes humains. Des crânes qui ont été retirés des vitrines d'exposition et entreposés dans les caves des musées depuis qu'on a pris conscience des circonstances bien souvent suspectes de leur acquisition. En poussant un peu plus loin ses recherches, Matthias Glaubrecht est tombé sur de vieilles cartes postales écrites par des soldats allemands en 1904. C'est incroyable ce qu'on lit sur ces cartes postales. Il y est question de milliers de morts, des morts étroitement liées aux recherches de scientifiques et d'universitaires allemands. Les pistes que nous suggèrent ces écrits nous mènent d'abord dans le sud-ouest africain, une ancienne colonie allemande, aujourd'hui la Namibie. Les terres où vivent les tribus Herero et Nama sont très fertiles. Les pâturages sont leur bien le plus précieux, car les Boshiman vivent de l'élevage. Mais depuis 1884, ce sont les Allemands qui commandent. Au nom de l'Empire, ils négocient les terres avec les chefs de tribus qui, sans comprendre de quoi ils retournent, scellent le destin de leur peuple d'une empreinte du pouce. En effet, au cours des années qui suivront, des milliers de colons allemands vont arriver en Afrique du Sud-Ouest.
À une occupation jusque-là pacifique, succède alors un régime répressif d'une grande brutalité dont la science va tirer profit. Une fois par mois, un navire en provenance du sud-ouest africain jette l'ancre dans le port de Hambourg et y décharge des marchandises. Cette fois, il transporte des caisses pour l'université de Fribourg. En découvrant leur contenu, les dockers sont effrayés. Cinq jours plus tard, les caisses arrivent à destination, Albertstrasse à Fribourg, où elles sont très attendues. Le destinataire s'appelle Eugen Fischer. Il dirige le département d'anatomie et d'anthropologie de l'université. Le professeur Eugen Fischer reçoit régulièrement des colis du monde entier. Ceux-là, il les attendait depuis des mois. Ils contiennent des spécimens d'études d'une importance considérable. Eugen Fischer est, à l'époque, l'un des chefs de file de la théorie de l'inégalité des races. Ses recherches portent sur les signes distinctifs qui caractérisent les différentes races et sur leur transmission héréditaire. C'est à ces analyses que servira cette nouvelle livraison. Il est constamment à la recherche de spécimens caractéristiques pour compléter sa collection déjà importante. Et ceux-là, il les attendait avec impatience. Des crânes de guerriers Herero envoyés par douzaines depuis l'Afrique du Sud-Ouest. Politique et science ont des intérêts communs. En effet, l'empereur Guillaume II veut à tout prix rester maître de la situation. C'est pourquoi, quand la situation devient critique en Afrique du Sud-Ouest, il envoie des troupes chargées d'étouffer dans l'œuf toute tentative de révolte. Mais les Africains n'ont pas le choix. En cédant leurs terres, ce sont leurs moyens de subsistance qu'ils ont perdus. Leurs familles meurent de faim. Ils n'ont pas d'autre solution que de faire la guerre aux forces coloniales allemandes. La révolte est réprimée dans le sang. Par milliers, les Africains sont tués ou faits prisonniers. C'est un peuple qui est presque entièrement anéanti. Le pire dans cette guerre, c'est l'ordre d'extermination qui a été donné. C'est là quelque chose d'unique dans l'histoire de l'Afrique et peut-être de la planète, qu'on prévoit ainsi d'anéantir tout un peuple. Obéissant à cet ordre, les Allemands, équipés d'armes techniquement bien supérieures à celles des Africains, massacrent près de 100 000 Herero et Nama. Cette histoire est connue, mais derrière il y a une autre histoire encore moins reluisante qu'on préfère regarder bien enfouie. Les crânes et ossements des guerriers tués sont ramassés sur le champ de bataille et directement expédiés en Allemagne. Personne à l'époque ne semble avoir conscience de causer un quelconque préjudice. Les photos et les textes des cartes postales ne laissent pas d'équivoque. Chargement des crânes de Herero destinés aux universités et aux musées allemands. C'est ainsi que les crânes arrivent entre les mains du professeur Fischer. Minutieusement mesurés et examinés, ces nouveaux spécimens doivent permettre à l'éminent scientifique de classifier les différents types humains, de les différencier en termes de race et d'établir une hiérarchie de l'espèce dont les Blancs seraient bien entendu la tête. La collection de Fribourg rassemble au total 1600 crânes, ceux des Herero du sud-ouest africain, mais aussi ceux d'autres peuples indigènes, les aborigènes d'Australie. Ce qui a été l'une des plus prestigieuses collections d'Europe est aujourd'hui un héritage honteux.
Des requêtes arrivent de Namibie et d'Australie. L'équipe d'Ursula Wittfer-Backhofen s'efforce de rassembler le plus d'informations possible sur l'origine et l'acquisition de ces ossements. Mais la presque totalité des documents a été détruite au cours des 2 guerres mondiales, ainsi qu'une partie de la collection. On a aujourd'hui des pièces d'exposition dont les documents ont été perdus et inversement. Mais même pour les pièces dont on a les papiers et le numéro d'inventaire, les renseignements dont on dispose ne sont pas toujours crédibles. Ce crâne est étiqueté héros de sexe masculin. Voyons si on peut trouver autre chose. À la lumière noire, on peut discerner des inscriptions invisibles à l'œil nu. Presque tous les crânes comportent plusieurs numéros d'inventaire. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Encore un autre numéro, 755. C'est le 3e numéro d'inventaire qu'on relève sur ce crâne. Sans les documents correspondants, on peut difficilement déterminer l'origine de ces crânes et comment ils sont arrivés là. Et sans en connaître l'origine, comment peut-on rendre ces ossements à leurs propriétaires légitimes? C'est encore plus délicat lorsqu'ils proviennent d'un pays où les autochtones constituent une seule et même ethnie, comme l'Australie. Les crânes en provenance d'Australie sont particulièrement convoités au XIXe siècle. Les scientifiques européens considèrent les aborigènes comme les derniers des hommes préhistoriques. À leurs yeux, ces chasseurs nus, munis d'outils rudimentaires, qui semblent passer leur journée à marcher sans but dans le désert et vivre au jour le jour, mènent une existence primitive. Pas d'agriculture, pas d'élevage, pas même la moindre idole. On les voit donc comme de parfaits sauvages qui parlent une langue incompréhensible et ne méritent aucune considération. Ils ne sont qu'un maillon dans la chaîne de l'évolution qui mène aux vrais hommes. Ils sont chez eux dans une nature sauvage et indomptée, et séparés du reste du monde par des dizaines de milliers d'années. Un objet d'étude idéal pour les chercheurs de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, dont les travaux sont consacrés à la question de l'origine de l'humanité. Ces crânes très convoités vont ainsi grossir les collections des musées et des instituts scientifiques de Fribourg, de Berlin et d'autres villes en Europe. Mais comment sont-ils arrivés là? Contrairement au sud-ouest africain, l'Australie n'a pas connu de guerre coloniale. Matthias Glaubrecht trouve un élément de réponse dans un livre de Richard Semon, un Allemand, qui a séjourné dans le nord de l'Australie en 1891. Ce qu'il écrit est monstrueux. À l'en croire, les aborigènes auraient été chassés comme des animaux par les Blancs. Tous les moyens semblaient bons pour se procurer ces crânes. En cas de besoin, ces marchandises sont dénichées sur le vif. C'est du moins ce que laisse entendre un dialogue rapporté par Richard Semon. Dommage que X soit mort. Il aurait pu vous procurer autant de crânes que vous le souhaitiez. Je demandai surpris comment il aurait fait et il me répondit avec sang-froid, il les aurait abattus, tout simplement. Comment est-ce possible? Peut-on tuer pour la science? À cette époque, l'Australie est un pays rude. Comme dans l'Ouest américain, les Blancs vivent ici selon leurs propres lois. Le pays est immense et l'administration coloniale souvent bien loin. Et c'est la loi du plus fort qui s'applique. Avec le soutien de la couronne d'Angleterre, les colons blancs se sont répartis le pays. Quand ils l'ont découverte, les Anglais ont déclaré l'Australie inhabitée. Pourtant, à leur arrivée, l'Australie est déjà divisée en plus de 250 territoires peuplés par autant de tribus aborigènes. Mais la colonisation va mettre brutalement fin à la paix dans laquelle elles avaient vécu pendant des millénaires. Elles ont passé 40 000 ans coupées du reste du monde, et en l'espace de quelques décennies à peine, leur univers va être bouleversé.
plus des 2/3 des aborigènes mourront. On les chasse, on les tue, ou on les réduit en esclavage dans les ranchs des Blancs. Matthias Glaubrecht est allé en Australie dans l'espoir de pouvoir démentir ces allégations de meurtre commis au nom de la science. Il commence ses recherches dans l'état du Queensland, au nord-est du pays. Des centaines d'aborigènes y ont été assassinés au XIXe siècle. Généralement, la chasse est déclarée ouverte sur des territoires dont les colons estiment avoir besoin pour faire paître leur bétail. Les droits ancestraux des aborigènes n'ont à leurs yeux aucune valeur. Les armes des colons ne laissent aucune chance aux aborigènes. De ces terribles massacres, on a retrouvé un dessin daté de 1843. Même après la mort, l'âme de ces aborigènes assassinés ne trouve aucun repos, car collecter leurs restes peut rapporter gros. Matthias Glaubrecht a rendez-vous avec un ancien d'une tribu aborigène. Celui-ci doit lui expliquer le paysage australien et pourquoi les fleuves, les arbres et les rochers sont sacrés. Car selon les croyances aborigènes, ce paysage porte en lui l'histoire de son peuple. Et si certains lieux sont particulièrement sacrés, c'est parce que des phénomènes singuliers s'y sont produits. C'est le cas de Mount Wheeler, une montagne proche de la ville de Rockhampton. Selon les aborigènes, un très grand nombre de leurs ancêtres y ont connu une mort violente. Ils doivent y aller régulièrement pour leur rendre hommage. C'est pour cette raison qu'un chef du peuple d'Arumbal a invité Matthias Glaubrecht à le rejoindre précisément ici. Le biologiste allemand espère en apprendre davantage sur ce qui s'y est passé, ainsi que sur le regard que portent aujourd'hui les aborigènes sur ce passé marqué par la violence. Malheureusement, on nous a considérés comme le chaînon manquant, ou quelque chose qui a rapport avec la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Les dépouilles de nos ancêtres ont été collectées non seulement par les scientifiques, mais aussi par des gens qui étaient censés nous protéger et qui, eux aussi, se sont mis à ramasser nos ossements et nos artefacts. Dans le monde des Blancs, on aimerait bien oublier tout cela. Mais pour les aborigènes, il est d'une importance capitale d'entretenir le souvenir. Si on ne raconte pas ces histoires, elles feront encore plus de mal à notre pays et à notre peuple. Ça peut provoquer beaucoup de problèmes. Quand on garde ces choses-là en nous, ça nous rend encore plus malades. Cette rencontre incite Matthias Glaubrecht à pousser plus loin encore ses investigations, car il a toujours des doutes sur cette sinistre histoire. Il est difficile pour un scientifique de s'en remettre uniquement à des récits issus de la tradition orale. Nous avons besoin de preuves écrites. Le biologiste a du mal à imaginer que des hommes puissent en chasser d'autres pour en récupérer leur squelette. Matthias Glaubrecht vient de tomber sur un indice, écrit cette fois-ci. Un livre écrit par un historien australien en 1908. Là aussi, on parle bien de meurtre. Et cette fois, la piste remonte jusqu'en Allemagne. Un éminent scientifique allemand est impliqué, ainsi qu'une femme qui aurait tiré les ficelles. Dans ce livre, on peut lire: de 1863 à 1873, le célèbre muséum Godefroy de Hambourg a envoyé une naturaliste en Australie. Celle-ci a tenté à plusieurs reprises de convaincre les colons australiens de tuer les aborigènes afin d'en récupérer les squelettes pour les envoyer en Allemagne.
sans succès toutefois. Ça ne fait pas de doute. Il s'agit d'Amalie Dietrich qui a travaillé pour le Muséum Godefroy. Ce sont précisément ces squelettes et ces crânes que Rudolf Virchow a étudiés. Amalie Dietrich, qui a parcouru le nord de l'Australie sur des milliers de kilomètres en traînant derrière elle une charrette à bras, est aujourd'hui encore une figure respectée parmi les biologistes. Elle collecte des spécimens pour le compte du musée hambourgeois, qui à son tour approvisionne un célèbre scientifique à Berlin. Le professeur Rudolf Virchow est l'une des sommités du monde scientifique du XIXe siècle. Il partage la foi de ses contemporains dans le progrès de l'humanité et espère pouvoir mesurer l'intelligence des êtres humains ainsi que leur degré d'évolution à partir de l'étude de leur crâne. Mais pour pouvoir tirer des conclusions universelles, il a besoin d'un grand nombre de crânes. Les évolutionnistes du XIXe siècle, comme Rudolf Virchow, croyaient que l'évolution était un processus continu. Cette évolution concernait aussi l'humain. On considérait donc les peuples primitifs comme inférieurs dans l'échelle de l'évolution. Alors, de deux choses l'une. Soit ils réussissaient à rattraper leur retard, soit ils n'y parvenaient pas, auquel cas, selon des gens comme Virchow, ils étaient voués à disparaître. Lors de ses pérégrinations en 1836, Charles Darwin avait rencontré les aborigènes. Il avait jugé leur mode de vie primitif et avait prédit leur disparition. Sa prédiction va entraîner une tragique réaction en chaîne. De nombreux scientifiques européens estiment en effet qu'ils doivent se procurer au plus vite autant de spécimens d'études que possible. Crânes et squelettes aborigènes sont d'autant plus convoités. Il y a un véritable commerce de cadavres. Les squelettes deviennent des marchandises. Il y a évidemment un lien de cause à effet entre les requêtes des chercheurs britanniques et européens et l'approvisionnement en squelettes et en organes d'aborigènes. On considère les aborigènes comme des fossiles vivants qu'il faut conserver pour les besoins de la science. Surtout si on peut ainsi prouver la supériorité de la race blanche. C'est à cette époque également qu'on expédie par bateau des hommes d'autres continents vers l'Europe pour les exposer dans des sortes de zoos humains. Ces indigènes sont présentés comme des animaux dans ce qu'on appelait des expositions anthropologiques et zoologiques. Souvent vêtus des costumes de leur tribu, quelle que soit la saison, beaucoup meurent rapidement en raison du climat. Leurs squelettes vont alors immédiatement enrichir les collections des spécialistes d'histoire naturelle, toujours en demande de spécimens comme l'attestent diverses lettres. Mais avant tout, apportez-nous des crânes. Chez beaucoup de messieurs respectables, on trouve des crânes humains. Certains seraient d'une grande valeur pour l'Institut. Si vous pouviez me confier à l'occasion 2 à 3 encéphales de ces hommes à des fins scientifiques. Il n'est point besoin que je vous démontre que nous n'avons jamais assez de crânes et de squelettes. De temps à autre, il est possible de se procurer des têtes entières fraîchement coupées. Il serait dommage de laisser passer ces occasions. Tous ces hommes doivent pourtant le savoir. Il n'est guère possible de se procurer un aussi grand nombre de spécimens par des voies légales, car il ne s'agit pas de douzaines ni même de centaines de crânes, mais bien de milliers. La science est perçue comme une activité vertueuse. Toute action qui peut faire avancer la science est légitime. Il n'y a donc pas de mal à déterrer des cadavres. Il n'y a pas de mal à prendre des corps dans des hôpitaux.
si on le fait au nom de la science. Apparemment, les scientifiques de l'époque ne sont pas très regardants. Certains documents attestent qu'un certain nombre de crânes réceptionnés à Berlin portent des traces de violence. Mais le professeur Virchow ne cherche pas à en savoir plus. Seule la quantité compte pour ceux qui, comme lui, se passionnent pour l'anthropologie, une science alors en plein essor. Il prie donc ses collègues, ainsi que son ami Johann César Godefroy, un négociant bourgeois, de lui fournir un maximum de spécimens. Dans un journal scientifique, il compare l'anthropologie à une sorte de chasse. Rudolf Virchow avait une qualité extraordinaire, son incroyable discipline. Cette discipline que l'on constate dans la façon dont il a ordonné ses collections. L'obstination avec laquelle il a rassemblé une collection d'une envergure prodigieuse. Chaque jour devait apporter une nouvelle découverte. À la fin de sa vie, Rudolf Virchow avait accumulé plus de 3000 crânes et squelettes. Une partie de ces ossements vient d'Australie. Là-bas, des collecteurs sont chargés d'approvisionner les scientifiques européens. Parmi eux, Amalie Dietrich, qui travaille exclusivement pour le négociant hambourgeois. Elle a 43 ans quand elle part en Australie pour le compte de Johann César Godefroy, laissant sa fille de 15 ans dans une famille d'accueil à Hambourg. Amalie Dietrich a probablement été témoin de massacres qui se sont déroulés non loin de l'endroit où elle s'était installée. Les ossements qu'elle a collectés pourraient venir de là. Certains, toutefois, semblent avoir une origine plus douteuse. On parle d'assassinat commandité. On se souvient aujourd'hui encore d'Amalie Dietrich comme d'une collectrice hors pair. Régulièrement, elle envoie à Hambourg des colis contenant de nouvelles espèces. En remerciement, on donne son nom à de nombreux animaux et végétaux. Mais elle a des difficultés à faire face à l'augmentation de la demande en crânes et ossements aborigènes en Europe. Dans une lettre datée du 20 janvier 1865, son employeur lui écrit, sans détour: « Nous nous réjouissons que vous souhaitiez aller plus au nord et vous prions une fois encore de nous envoyer le plus grand nombre possible de squelettes et de crânes d'indigènes. C'est très important pour la recherche ethnologique. » Johann César Godefroy a une confiance absolue en elle. Elle a toujours répondu à ses attentes. Mais jusqu'où est-elle prête à aller ? Matthias Glaubrecht rend maintenant visite à Bruce Archer Foster, un descendant de colons, dont la ferme se situe elle aussi dans les environs de Rockhampton. Il y a 140 ans, Amalie Dietrich a, paraît-il, rendu une visite inopinée au propriétaire des lieux d'alors, William Archer. Matthias Glaubrecht espère obtenir auprès de Bruce Archer Foster, l'historien de la famille, des informations sur les allégations de meurtre commandité. Oui, il y a une histoire qu'on se transmet de génération en génération dans la famille. Une naturaliste allemande du nom d'Amalie Dietrich serait venue ici pour étudier les oiseaux et les animaux de la région. Mais pendant son séjour, elle aurait demandé à William Archer s'il acceptait de tuer un aborigène. Il ne fait aucune mention de cet incident dans aucune des rares lettres d'Amalie Dietrich qu'on a pu retrouver. Mais la réaction de William Archer est relatée aujourd'hui encore par ses descendants. Bien entendu, William a refusé et lui a demandé de quitter la propriété. On ne saura jamais ce qui s'est réellement passé à l'époque. On sait toutefois qu'elle s'est montrée sans scrupule en d'autres occasions. Elle a beaucoup appris des aborigènes en matière de collecte de plantes et d'animaux, mais elle n'hésite pas à pénétrer dans les tombeaux sacrés pour voler les ossements de leurs morts.
agit avec la plus grande discrétion, car si on la surprenait, sa vie serait en danger. En effet, selon les aborigènes, qui croient en un lien mystique avec le milieu naturel dans lequel ils vivent et meurent, l'esprit des morts est étroitement lié à leur squelette. Ils croient aussi que si ce lien était brisé, tout leur peuple en souffrirait. Selon les croyances aborigènes, le paysage qu'elles traversent a été formé par les esprits de leurs ancêtres. Chaque colline, chaque rivière, chaque arbre serait né sur leur passage, alors qu'ils erraient sur le territoire australien en des temps primitifs. Chaque aborigène appartient à un esprit et par là même à un territoire. À sa mort, il doit rejoindre son esprit et refaire corps avec lui. Il ne peut donc trouver la paix qu'à un endroit précis de la planète. Amalie Dietrich sait tout cela. Et malgré tout, elle s'acharne à collecter les os, les cheveux et les crânes des morts. Il s'agit des esprits de nos ancêtres qui ont été dérangés et le reste ont été envoyés dans une autre partie du monde. Je crois que leurs esprits errent toujours là-bas. Et l'esprit du mort punira d'une façon ou d'une autre celui qui l'a perturbé. C'est ce que nous croyons. Quand Matthias Glaubrecht quitte la propriété des Archer, il n'a toujours pas de preuve écrite et irréfutable du meurtre qu'aurait commandité Amalie Dietrich. Mais les indices qu'il a rassemblés lui font craindre qu'il n'y ait un fond de vérité dans cette histoire transmise de génération en génération. L'idée que des colons blancs isolés aient pu tuer des aborigènes comme on tire un lapin ne lui semble plus aussi inconcevable. Matthias Glaubrecht espère trouver des preuves irréfutables de ces accusations à Brisbane. Originaux et copies de tous les documents importants du pays sont conservés à la Bibliothèque nationale. Mais rien sur Amalie Dietrich. Au lieu de ça, il trouve une lettre qui le laisse sans voix. On y parle très clairement d'acquisition de squelettes. Cela, bien évidemment, dans la plus grande discrétion. En 1899, William Ramsay Smith, anthropologue et pathologiste australien d'origine écossaise, est nommé médecin légiste de la ville d'Adélaïde. Une responsabilité dont il abuse. Tout semble indiquer que William Ramsay Smith était très imbu de son pouvoir. Quand il a été nommé médecin légiste d'Australie méridionale à la fin du XIXe siècle, il a immédiatement commencé à déterrer autant de cadavres d'aborigènes que possible. Les documents datant de 1903 confirment que William Ramsay Smith était un pilleur de sépultures. En tant que médecin légiste officiel, il sait où sont enterrés les aborigènes. Lors d'expéditions nocturnes, il entraîne ses collègues dans des cimetières aborigènes pour y voler les cadavres. Personne ne se doute que l'anthropologue envoie en Écosse des dizaines de crânes et de squelettes, et qu'il reçoit pour cela les honneurs de l'Académie des sciences. Des crânes aborigènes comme droit d'entrée dans le cercle prestigieux de la Royal Society. Mais les découvertes de Matthias Glaubrecht ne s'arrêtent pas là. Dans son désir de collecter le plus grand nombre de spécimens,
William Ramsay Smith ne connaît plus de limites. Il est responsable des services de santé publique et à ce titre il dirige les hôpitaux et autres établissements de santé d'Adélaïde. Et plus d'un aborigène est hospitalisé à sa demande. C'est le cas de Wanamachu. Arrêté au cours d'une bagarre entre indigènes et colons, Wanamachu est interné dans un hôpital psychiatrique à l'issue d'un faux procès pour meurtre sur la base d'une expertise de William Ramsay Smith. Pour le médecin comme pour le patient, commence alors une longue attente. Il y a différentes manières de tuer les gens. Si on les enferme avec l'intention de les garder à l'asile jusqu'à ce qu'ils meurent, loin de leur terre, de leur peuple, parmi des gens dont ils ne connaissent pas la langue. Certes, ils sont nourris, mais ils sont négligés, socialement, culturellement et médicalement. Et ils meurent de ce mauvais traitement, qui est en réalité un meurtre institutionnel. Car la mort pour cause de négligence est un meurtre institutionnel. Wanamachu est l'homme le plus seul au monde. Personne ici ne parle sa langue. William Ramsay Smith écrit « C'est le noir le plus arriéré que j'ai jamais vu ». Wanamachu résiste à cette torture pendant 10 ans. On dit qu'il est resté muet jusqu'à sa mort. Et il n'est pas le seul à avoir subi ce sort. Dès sa mort, William Ramsay Smith le prépare pour la dissection. Ce squelette aussi sera envoyé en Écosse, un parmi des centaines d'autres. William Ramsay Smith rassemble ainsi presque tout seul toute la collection de l'université d'Édimbourg. Au fil de ses recherches, Matthias Glaubrecht trouve des documents qui lèvent toute ambiguïté. Il ne s'agit plus de oui-dire ou de rumeurs. Un commanditaire est même clairement nommé. Un homme qui a commandité ce qui n'est autre qu'une chasse à l'homme. Cela prouve-t-il qu'on a commis des meurtres au nom de la science, comme le redoute Matthias Glaubrecht ? Dans une lettre adressée à un collègue, un directeur du musée australien déplore que de nouvelles lois protègent dorénavant davantage ce qu'il appelle le gibier noir. Glaubrecht est soulagé. Un soulagement hélas de courte durée, car dans une lettre adressée à ce même directeur du musée, un collecteur annonce avec le plus grand sang-froid: je vais me remettre en chasse et j'espère bien abattre quelques squelettes errants. Glaubrecht a désormais la preuve qu'il cherchait. Pour satisfaire la demande des hommes de science, certains collecteurs n'hésitaient pas à tuer. Des meurtres pour lesquels aucun ne semble avoir été condamné. Combien y a-t-il eu de ces meurtres? Matthias Glaubrecht l'ignore, mais il sait qu'il y en a eu plus d'un. Je crois que la science est très impliquée dans l'entreprise coloniale. On ne saura probablement jamais tout, mais on sait qu'un nombre effarant de squelettes porte des signes manifestes de mort violente.
Amalie Dietrich a-t-elle participé à ces violences? En a-t-elle tiré les ficelles? Impossible de le prouver. Mais une chose est sûre, elle a accompli la mission que lui avait confiée Johann César Godefroy en envoyant au moins 8 crânes et squelettes à Hambourg. Ce qu'on ne sait pas, c'est la façon dont elle se les est procurés. Le cas de la naturaliste allemande ne cesse de tracasser notre biologiste. Est-elle coupable ou non? Certains détails sont troublants. Par exemple, Amalie Dietrich cite le nom de 2 des hommes dont elle expédie le squelette en Allemagne. Comment les connaissait-elle? Était-elle entrée en contact avec ces hommes de leur vivant? Et si oui, comment était-elle entrée en possession de leurs ossements? Les notes de Rudolf Virchow ne répondent à aucune de ces questions. Pourtant, si les crânes qu'Amalie envoie à Johann César Godefroy sont la propriété exclusive du négociant et restent à Hambourg, c'est bien le professeur Virchow qui les étudie dans leurs moindres détails. Et s'il note minutieusement tout ce qu'il juge digne d'intérêt, comme il le fait pour les crânes de sa collection personnelle, il ne dit pas un mot sur les circonstances de la mort de ces hommes. Rudolf Virchow se trouvait en bout de chaîne dans cette histoire de collecte, ce qui évidemment ne lui enlève pas toute responsabilité. La question est de savoir ce qu'il savait au juste des procédés employés, et aussi s'il a cherché à savoir ce qu'il y avait derrière tout ça, derrière ces ossements humains emballés dans des caisses et expédiés à Berlin. Amalie Dietrich elle-même n'en dira jamais rien. En 1873, son employeur la rappelle à Hambourg. Elle a maintenant 52 ans. Ses 10 ans de collecte de spécimens en Australie font d'elle une naturaliste reconnue. Amalie Dietrich est une légende que personne ne veut entacher. Sa contribution à la science est immense. Durant les 18 années qui suivront son retour, et jusqu'à sa mort en mars 1891, personne ne semble se soucier de savoir si elle a ou non commandité un meurtre. Elle emportera son secret dans la tombe. Je trouve le cas d'Amalie Dietrich fascinant. On sait qu'elle a probablement pillé des tombes et collecté des squelettes pour Rudolf Virchow, ici en Australie. Tout cela semble laisser Rudolf Virchow parfaitement indifférent. Pour le biologiste, seul compte la recherche scientifique. Et dans ce cas précis, l'étude des crânes doit vérifier la théorie selon laquelle les blancs auraient un crâne plus grand que les gens de couleur. Une entreprise qui ne laisse pas de place aux sentiments. Je ne crois pas que Rudolf Virchow ait été un homme sans scrupules, selon notre conception actuelle des choses. Mais dans sa vision scientifique du monde, il n'y avait pas de place pour les sentiments. Surtout en matière de sentiments religieux, car il considérait cela comme absurde. Une vision du monde à l'exact opposé de celle des aborigènes, dont tous les rites et cérémonies visent à maintenir l'harmonie entre l'homme et la nature. Ce qui n'est possible que si leurs ancêtres reposent à l'endroit que la nature leur a désigné. Alors seulement le peuple aborigène peut vivre et reposer en paix. Et c'est pour cela que les aborigènes s'emploient depuis des années à récupérer leurs ossements volés. J'encourage tous les aborigènes et tous les peuples du monde à qui l'on a dérobé des ossements à les récupérer et à les rendre à leur lieu de sépulture originel. Car l'esprit des ancêtres auxquels ils appartenaient erre et pleure en appelant au secours. Les crânes de Rudolf Virchow sont conservés aujourd'hui à l'université de médecine La Charité de Berlin. Presque 110 ans après la mort de l'anthropologue, on ne connaît pas encore tous les détails de sa collection.
Toutefois, voilà déjà plusieurs années, la charité s'est engagée auprès du gouvernement australien à restituer les crânes appartenant à des aborigènes. Il y en aurait 18 selon les estimations actuelles. Hélas, aucun n'a encore été renvoyé à ce jour. Les crânes de cette collection ne viennent pas exclusivement d'Australie, mais des 4 coins du monde. Il y en a plus de 9000 au total, parmi lesquels au moins 7000 du sud-ouest africain. L'approvisionnement en crânes en provenance de l'ancienne colonie allemande posait moins de problèmes que pour les crânes aborigènes. La guerre d'extermination avait résolu la question une fois pour toutes. Et l'administration coloniale ne s'est pas fait prier pour accéder à la demande des scientifiques allemands. Le docteur Eugen Fischer a demandé que lui soient envoyés certains organes, pénis et oreilles, de Boshiman exécutés ou décédés. Il va de soi que le prélèvement d'autres organes serait bienvenu et extrêmement précieux. J'entends par là le larynx, le globe oculaire, la langue, l'appendice vermiculaire et les organes génitaux. Ces organes doivent être sectionnés le plus rapidement possible après la mort. Je vais essayer d'exaucer la requête du susnommé et d'expédier sans attendre les spécimens à son adresse. Environ 90 000 Herero et Nama ont été tués à l'époque. Personne ne sait combien d'entre eux entreprennent ensuite un voyage vers l'Europe en tant que spécimens d'études scientifiques. Ces os et ces crânes sont aujourd'hui entreposés dans des universités et des musées allemands. Une situation intolérable pour leurs descendants. Ils doivent être rapatriés. Leur place est en Namibie et non sur des étagères dans une cave ou un congélateur. C'est ce manque total de respect qui nous afflige. Et nous voulons qu'ils soient rapatriés le plus vite possible. À Fribourg, l'anthropologue en charge du rapatriement des ossements a commencé de sa propre initiative à réunir les données qui pourraient permettre l'identification des crânes. Mais l'entreprise n'est pas simple. La restitution des spécimens pose problème, car on en sait très peu sur eux. Les données relatives à leur origine ne sont pas claires, les documents ont été égarés. Il faut faire des recherches très poussées, éplucher les archives, les correspondances de l'époque, et repérer d'éventuels indices sur certains spécimens. Nous devons aussi employer les méthodes de la biologie moderne pour découvrir l'origine de chacun de ces crânes. Cela implique aussi des moyens financiers pour conduire les recherches et analyses nécessaires. Les musées n'en ont pas les moyens. Ils ont besoin de l'aide de l'État. Ces dernières années, d'autres pays d'Europe, notamment la Grande-Bretagne, ont procédé au rapatriement de crânes et de squelettes en Australie. Quand les musées ne connaissent pas l'origine exacte de leurs spécimens, ceux-ci sont conservés dans un premier temps dans un camp de rapatriement à Canberra. On s'y emploie à recueillir autant de renseignements que possible sur les ossements. Même de vieilles photos et des empreintes de dents peuvent servir. Mike Pickering et son équipe ont déjà pu restituer le squelette de plus de 750 personnes à leur peuple respectif. Un chiffre qui, à l'entendre, semble considérable, mais qui en réalité ne représente que la partie émergée de l'iceberg. Il y a des gens qui collectent des restes humains à des fins d'études anatomiques, ou en tant qu'échantillon culturel ou ethnographique. C'est très courant. Il y en a certainement encore des milliers dans le monde qui attendent d'être restitués. La restitution des cheveux, des os et des crânes des aborigènes est célébrée par des rites millénaires.
Par leur danse, ils exhortent les esprits à retrouver les dépouilles mortelles rentrées au bercail. Le cycle éternel de la vie, de la mort et de la renaissance peut alors reprendre son cours. Mais pour certaines de ces âmes, ce cycle a été interrompu pour toujours. La nuit du 4 décembre 1943, lors du bombardement de Leipzig, le musée d'ethnologie est détruit. Les crânes et les squelettes qu'Amalie Dietrich avait envoyés en Allemagne à la demande de Johann César Godefroy brûlent dans les entrepôts. Ils étaient morts une première fois. Ils ont été déterrés et ils sont morts une deuxième fois lors du bombardement. Le fait qu'on ne puisse pas les restituer engendre une grande douleur chez le peuple aborigène, qui sait où ils avaient été envoyés, et c'est donc qu'ils ne pourront jamais revenir. Ces aborigènes ont perdu leurs ancêtres, à tout jamais. Combien de destins similaires va-t-on encore découvrir? Non seulement dans les musées allemands, mais dans le monde entier. Comme de nombreuses collections anthropologiques du 19e siècle, celle-ci a littéralement des cadavres dans le placard. Washington, New York, Londres, Paris. Les experts parlent de dizaines de milliers de pièces d'exposition acquises dans des circonstances suspectes au nom de la science. Matthias Glaubrecht est arrivé au terme de son voyage. Au départ, il était pour lui inconcevable que des hommes de science renommés aujourd'hui encore aient pu être mêlés à de pareilles histoires. Et le pire, c'est qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé, car une génération entière de biologistes a été impliquée dans cette affaire. Selon Matthias Glaubrecht, les scientifiques d'aujourd'hui se doivent d'affronter le problème. Ce que nous devons faire, nous scientifiques, pour nous absoudre de ce sombre chapitre de l'histoire des sciences naturelles, c'est en parler. Ce que j'ai appris des aborigènes en Australie, c'est qu'il faut raconter ces histoires. En parler, c'est un premier pas vers la réparation et la guérison. Alors seulement on pourra envisager une réconciliation. Pour les aborigènes, cela ne peut se faire que si les dépouilles mortelles de leurs ancêtres leur sont rapatriées, afin que leurs âmes errantes puissent être sauvées. C'est d'ailleurs le titre d'une chanson aborigène, Save Our Restless Souls. Tout doit être rapatrié, crâne, eau et jusqu'aux moindres cheveux. Alors seulement, on pourra parler de réconciliation. Save our restless souls. The spirits of our people are wandering around. Les esprits de notre peuple errent aux quatre coins du monde. Ils ne seront en paix que lorsque leurs dépouilles retrouveront leur place, leur sépulture sacrée, dans leur pays, sur les terres ancestrales de leur peuple, auxquelles ils ont été arrachés. Ces esprits ont besoin de revenir. The spirits need to come back.